Yélé! Salutations généralisées à tout le monde, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je vous salue. Force pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, enfin bon, et Nouvelle-Calédonie. Mais ce matin, je ferai l'émission en français. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui me suivent sur le continent noir, le continent africain. Alors, on va faire un deal. Quand je voudrais m'adresser spécifiquement à mes compatriotes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, c'est en créole, en képren. Oui, je m'exprimerai en créole, parce qu'on sera entre nous ou des problèmes de chez nous. Après, quand il sera question de géopolitique, enfin de ces choses-là, des sujets plus internationaux et qui concernent plus spécifiquement l'Afrique, eh bien, je serai obligé de m'adresser dans une langue coloniale. Et le français, c'est une langue coloniale, comme l'anglais, c'est une langue coloniale. Hein. Les gens s'intéressent beaucoup à l'anglais comme si c'était une langue qui venait du ciel. Mais l'anglais, c'est une langue coloniale aussi. Hein. Toutes les colonies, toutes les petites îles aux alentours là, de la Guadeloupe, enfin de la Caraïbe, Barbade, Trinidad, mais ce sont d'anciennes colonies britanniques. Hein. Et c'est l'anglais qui est parlé là. Hein. Dans certaines îles, on parle le créole, mais aussi le créole, un peu. Mais c'est l'anglais qui est parlé dans la Caraïbe quand on parle d'anciennes colonies britanniques. Voilà, on a fait un deal. Hein, là. Je m'intéresse particulièrement aux Africains aujourd'hui parce que, enfin, vous allez découvrir pourquoi. Hein, parce que c'est un sujet brûlant. Brûlant. Ça concerne nos frères de la Guadeloupe, de la Martinique, des Antilles, mais ça concerne aussi et surtout nos frères et sœurs du continent noir. Il y a de cela quelques années, quand j'ai débarqué dans l'Hexagone pour la première fois, c'était en 1982, j'ai débarqué là dans l'Hexagone pour aller y faire des études d'anglais, justement. Anglais, justement. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû choisir autre chose. Mais bon, c'est trop tard. Quand je suis arrivé dans la capitale, alors dans les premiers temps, bon, les cousins me contactent, ils viennent me voir, machin. Et puis après, j'ai commencé à aller visiter Paris. Alors, des cousins m'emmènent visiter Paris. Alors, je visite Paris, alors on me dit, ça, c'est le quartier chinois. Ça, c'est le quartier indien. Ça, c'est le quartier pakistanais. Ça, c'est... Alors, on me montre des quartiers. Et à un moment donné, je pose la question dans la voiture. Hein, je dis, mais oui, le quartier des Antillais. Ou même plus largement, où est le quartier afro-descendant, afro-antillais, enfin, je ne sais pas. Et alors, les gars me regardent, ils me disent, mais comment ça je dis, mais vous me montrez, depuis un moment, vous me montrez les communautés, l'implantation économique des différentes communautés que vous me citez, mais vous ne me montrez pas la communauté, notre communauté, là où on serait implanté économiquement. Alors on me dit, oui, mais il y a un tel qui a un restaurant à tel endroit. Je dis, mais j'ai pas envie de savoir qui a un restaurant quelque part dans Paris. Je demande où est le quartier des Antillais. Alors je pose la question autrement et je dis, mais quand vous voulez des produits antillais, des produits de chez nous,
vous les achetez où? Alors on me dit, chez le Chinois. Mais alors les gars qui me disent ça, ils me répondent avec une sorte de naturel. Un naturel. Non, c'est normal, quoi. On achète nos produits. Nous sommes censés être français. Hein. Le Chinois, lui, n'est pas français. Certains deviennent français, mais grosso modo, les Chinois, ce sont des Chinois qui ont des papiers, qui ont dû demander des papiers, pour s'installer à Paris. Donc ça aurait dû être plus facile pour nous, Français, noirs, mais Français. Ça aurait dû être plus facile pour nous de nous implanter là, dans la capitale. Je parle de la capitale. Et j'ai senti quand même que j'avais créé un problème dans l'esprit de mes cousins. Ils me disaient, ouais, mais c'est vrai, oui, mais on ne s'entend pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord pour faire ceci ou cela, on n'arrive pas, on n'arrive pas. On m'a quand même montré une sorte de boutique. Ne me demandez pas où c'était, je ne me souviens pas. C'était dans les années 82, il y avait une boutique qui s'appelait, je crois, hein, la Maison des Antilles. Qui n'a pas tenu très longtemps. Hein. Parce que quelques temps après, quand je suis passé là, j'ai vu que c'était fermé, on m'a dit, ouais, il y a eu des problèmes. Enfin, c'est toujours la même chose. Alors, mes cousins me disent, oui, mais on a des associations. Je dis, oui, mais les associations culturelles, une association culturelle, c'est pas, ne vise pas un objectif économique, forcément. Il y a des associations qui ont quand même, il y a de grosses associations comme Greenpeace qui ont de gros moyens, mais ce sont des subventions, enfin des choses comme ça. Mais ce qu'ils décrivent comme des associations, pour moi, ce sont des associations culturelles qui organisent des bals, des choses comme ça, mais c'est pas, enfin, des événements culturels en tout cas. Et après ça, bon, c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai senti que j'avais touché un point sensible. Les gens commençaient à me dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je dis, oui, mais il ne suffit pas de me dire c'est vrai. Ça fait. Il y en a qui sont implantés à Paris depuis au moins 30. Enfin, à l'époque, quand je suis arrivé, il y en avait qui étaient là depuis des décennies. Il y a des Antillais qui étaient installés là depuis très longtemps. Il y avait même des Antillais qui ne savaient presque plus parler le créole. Des gens que j'ai rencontrés là-bas, après 40 ans de vie là-bas, ils ne sont jamais rentrés au pays. Ils parlent un créole, un créole particulier, je dirais. Alors là, ça a commencé à m'interpeller. Je me dis, mais nous n'avons pas d'empreinte économique dans la capitale. Nous n'existons pas. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Et alors, j'ai commencé à me poser des questions. Je pose des questions autour de moi. Pourquoi ne sommes-nous pas présents? Et après, j'ai découvert qu'en fait, nous étions plus dans la fonction publique, puisque certains m'ont dit, oui, je suis fonctionnaire, j'ai mes congés bonifiés. Bon, c'est-à-dire que le gars qui te dit ça, il considère que c'est une réussite. C'est une réussite. Certes, c'est une réussite personnelle, individuelle, ou peut-être même familiale. Si cette personne a créé une famille, bon, oui. Mais moi, je reste sur un plan communautaire. Sur le plan communautaire, nous n'avons rien. Nous n'avons pas une salle qui soit communautaire. Notre salle, il y a des gens qui ont leur propre salle, il y en a qui ont leur, je sais pas, leur cinéma, il y en a qui ont... Il y a des gens qui ont leur truc, mais les communautés hyper organisées. Je ne parle même pas de la communauté juive qui est très organisée. Pour moi, c'est l'une des communautés, c'est la communauté la plus organisée au plan mondial. Mondial.
Ah ouais, là, je parle des autres communautés qui sont plus organisées que nous, mais qui ne sont pas forcément au niveau même des Juifs. Après ça, j'ai découvert des choses. J'ai découvert ce qu'on appelle la sapologie. La sapologie. Ah, quand j'ai découvert la sapologie, j'ai rencontré des Congolais qui étaient à la limite de la précarité financière, des gens qui avaient très peu de moyens, mais qui portaient des chaussures à 500 euros. On va dire en euros pour simplifier, mais nous n'étions pas encore en euros. 1000 euros, des costards, 2000, 3000 euros. J'en ai rencontré. Le gars te dit, ah ouais, tu vois ce que j'ai sur moi? Si tu n'as pas 3000 euros, tu n'auras pas ça. Et après, tu te dis, mais le gars porte. Quand tu arrives à entrer dans la vie du gars, tu découvres comment il vit et tout ça. Tu te rends compte que le gars, il est vraiment dans une grande précarité financière. Il a jobé, il a un job, mais c'est pas encore ça. Bon, pour certains, c'était vraiment très critique. J'ai rencontré un qui vivait dans une cave à Paris, avec des problèmes de chauffage. Le gars n'arrivait pas à se chauffer, tout ça. Mais le gars, il a un costard de 3000 euros. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit, je comprends maintenant pourquoi nous sommes dans la merde. Ah là là là. Nous sommes dans des difficultés, des difficultés, mais nous ne sommes pas conscients de ces difficultés-là. Nous ne sommes pas conscients de ça. Le gars est en difficulté, il vit dans une cave. Je parle de celui que je connaissais, je l'ai connu. Mais le gars s'habille comme un riche. Parce que l'obsession de beaucoup de nos compatriotes, c'est de paraître riche. Même pas riche, même pas être riche, mais de paraître riche. Une stupidité, c'est pas intelligent ça. Je connais beaucoup de riches. Vous savez, j'ai travaillé longtemps dans l'audiovisuel. J'ai côtoyé des gens, j'ai reçu des gens dans des émissions, toutes sortes de classes sociales. J'ai fait la connaissance de gens très 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 riches. Et croyez-moi, le riche, lui, il fait semblant d'être pauvre. Autant nous aimons nous donner à nous-mêmes l'image de riches personnes, mais le riche, lui, bon, il ne se montre pas. Hein. Il ne se montre pas. Il est là. Tu n'as même pas parfois pitié de lui. Je connais un homme extrêmement riche, en Guadeloupe, hein, qui roule dans une voiture qui date d'au moins 20 ans. Au moins 20 ans. Et c'est une voiture, quand on la regarde, on a l'impression que c'est... Je ne dirais pas une épave, puisqu'il fait quand même l'entretien de sa voiture, mais on voit que ce n'est pas un gars c'est pas un obsédé de voiture, de luxe, ces choses-là. C'est pas son truc. Enfin, il a des sous. Hein. J'ai connu un gars, un autre gars, en Guadeloupe, qui a gagné une certaine somme au tiercé. Je ne sais pas si c'est au tiercé ou si c'est au loto. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est un jeu de hasard comme ça. Le gars a gagné 20 000 euros. Il a acheté une voiture qui coûtait 20 000 euros. Normalement, quelqu'un qui gagne 20 000 euros et qui est dans la précarité, comme l'était ce monsieur, ben, cette personne, si vraiment elle a besoin d'une voiture, elle
pas s'acheter une voiture d'occasion à 5 000 euros, je ne sais pas. Il y a même des voitures d'occasion qui coûtent moins cher que cela. On tombe parfois sur de bonnes affaires, hein, de très bonnes affaires. Il y a quelques années de cela, j'étais tombé sur une affaire comme ça. C'était un gendarme qui s'apprêtait à quitter la Guadeloupe. Oui, il s'apprêtait à quitter la Guadeloupe. Il était muté ailleurs. Il avait une très bonne voiture qu'il avait vendue pratiquement pour une bouchée de pain. Parce qu'il était pressé, le jour de son départ arrivait. Vous savez, il y a des affaires comme ça qui te tombent du ciel, quoi. Et alors, j'avais acheté cette voiture-là. C'était une très bonne voiture. J'ai acheté beaucoup de voitures dans ma vie. Et alors, je vous parlais de ce gars-là. Il a acheté une voiture qui coûtait 20 000 euros. Il a gagné 20 000 euros. Il a acheté une voiture qui coûtait 20 000 euros. Après, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas assurer cette voiture-là. Tu as une voiture qui coûte 20 000 euros. L'assurance, si tu veux vraiment... Puisque quand on achète une voiture neuve, en général, on essaye de l'assurer tout risque. Le gars n'avait pas les moyens d'assurer la voiture. Il n'avait pas les moyens de faire le plein. Je dis faire le plein. Ne serait-ce que mettre 20 ou 30 euros d'essence. Bon, je parle en euros, mais on n'était pas en euros, hein, je le précise. C'est difficile maintenant de faire des calculs en francs. C'est très difficile. Et la voiture est restée garée des années sous un arbre, parce que le gars, il ne pouvait pas déplacer la voiture n'était pas assurée, et il ne pouvait pas mettre de l'essence dedans. Alors, est-ce de l'intelligence? Il voulait montrer qu'il était riche, qu'il avait des moyens. Mais c'est toujours ça notre problème, hein. On veut montrer ce que nous ne possédons pas. Et alors, j'ai discuté un jour avec lui, et il me disait, ouais, si je pouvais vendre cette voiture, ça m'aurait dépanné. Je regarde le gars comme ça, là. Je lui ai dit, mais vu l'état de la voiture, tu ne pourras même plus la vendre. Parce que, vous savez, une voiture qui reste garée 4-5 ans sous un arbre, vous pouvez peut-être la vendre à un mécanicien. Peut-être. Pour pièces, comme on dit. Pour pièces. Je la vends pour pièces. Oui, on peut, mais bon, à 5 ans, c'était très difficile. Et la voiture est là jusqu'à présent, au moment où je vous parle là. Et ça date d'au moins une vingtaine d'années, ça. Ouais, peut-être une vingtaine d'années. Alors, je vous raconte tout ça pourquoi? Pour attirer votre attention sur ce fait-là, puisque, bon, nous sommes une population fragile, nous les Domiens, d'une façon générale, nous sommes une population fragile. Je connais bien l'Afrique, l'Afrique c'est pareil, c'est pareil. On est fragile, on est très fragile. Fragile parce que nous n'avons pas ce qui s'appelle, nous n'avons pas reçu ce qu'on appelle une éducation financière. L'éducation financière. Comment gérer le peu qu'on gagne des fois. Même le peu. Je ne parle pas de gens qui ont des millions. Hein. Vous savez, les gens qui ont des millions, les riches, ils vivent sur une autre planète. Hein. Non, moi je connais beaucoup de riches, ces gens-là vivent sur une autre planète. Même quand ils font semblant, quand ils sont parmi nous, ils font semblant d'être pauvres, mais je sais bien dans quel monde ces gens-là vivent. Hein. Ils vivent pas dans notre monde. Hein. Ce ne sont pas des gens qui vont aller acheter des sacs de marque, des trucs. Souvent, ces gens-là sont très simples. Les gens très riches, ou disons ça autrement, les gens qui ont toujours été riches, ce sont des gens qui sont très simples. Très simples. J'en connais beaucoup. Alors, l'éducation financière. Je vais vous raconter l'histoire de ma grand-mère. J'ai une histoire, enfin, une partie de l'histoire de ma grand-mère parce que j'étais
très, très, très proche de ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Manlalo. Ah, cette femme, je l'ai aimée. Oh là là. Je dirais même que c'est la femme de ma vie. Elle est décédée en 89. J'étais très malheureux quand elle est décédée, parce que j'étais en plein examen universitaire, j'étais en France, enfin à Bordeaux, je ne pouvais pas rentrer. Bon, ça a été une sorte de double peine pour moi. Et ça a été très difficile. Ça a été très, très, très difficile pour moi. C'est une grand-mère que j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimée. Et c'est elle, je dirais même que c'est elle qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je me rappelle un jour, j'étais chez elle, et il y avait un type qui passait avec une poule sous le bras. Et le type passe avec sa poule et dit, voilà, je vends la poule. Alors ma grand-mère me regarde le gars, il dit, elle coûte combien ta poule? Bon, je ne me souviens pas du prix et tout ça, hein. J'étais gamin, j'étais un enfant. Et je l'entends dire, je l'achète, mais pas pour moi, mais pour mon petit-fils orthèse là. Poule. Poule. Elle a acheté la poule, elle se retourne, elle me dit, voilà, c'est ta poule. Je lui ai dit, mais Manlalo, mais qu'est-ce que je fais avec une poule? Parce que... Et c'est là qu'elle m'explique comment, à partir d'un œuf ou d'une poule, on peut avoir un troupeau. Ça, c'est ma grand-mère qui m'expliquait ça. Et alors, je m'assois et j'écoute ma poule, la poule dans les bras, là. Et elle me dit, cette poule-là va pondre des œufs. Les œufs, tu pourras en consommer une partie, tu pourras en manger une partie, mais les œufs te donneront des poussins. Les poussins grandiront, après tu pourras t'acheter des cabris, tu pourras t'acheter ceci. Vous voyez ça? Et pourtant, c'était une personne d'âge à l'époque. Hein. C'était une personne. Alors, cette grand-mère-là, c'était un peu une sorte d'héritière. Hein. Elle était une personne aisée, je dirais. Elle était bien, mais bon. Elle avait une philosophie de la vie qui me plaisait bien. Elle me parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'éco, de cette espèce d'économie. Elle m'expliquait comment, après l'abolition de l'esclavage, il y a des Noirs qui ont réussi à acheter des terres d'usine, hein, après une période de colonisation. Enfin, toute cette période post-esclavagiste. En Martinique, ça a été différent. Hein. Les Martiniquais n'ont pas réussi à acheter beaucoup de terres après cette période-là. Ce sont les Békés qui ont pratiquement toutes les terres en Martinique. Ouais, mais chez nous, nous avons réussi, enfin nos parents ont réussi à acheter des terres après, disons, dans la période post-esclavagiste, ils ont réussi à acheter des terres. Et ça a aidé. Bon, c'est vrai qu'il y avait une organisation socio-économique entre les familles qui faisait que beaucoup de gens arrivaient à faire beaucoup de choses. Je parlais dernièrement des tontines, les gens faisaient une sorte d'épargne tournante. On appelait des tontines, des chitous. Et chaque mois, il y avait quelqu'un qui recevait la mise de tout le monde. Mais beaucoup de gens ont réussi à faire beaucoup, 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 beaucoup de choses avec ça. Et pourtant, ce sont des gens qui souvent étaient illettrés, c'était pas des gens instruits. Hein. De même, pour construire une maison, on n'avait pas forcément les moyens de payer un entrepreneur, un architecte, tout ça. Mais les gens faisaient le coup de main, ce qu'on appelait le coup de main, c'était ça. Tout ça faisait partie du circuit économique du pays. Vous voyez, le tissu économique du pays était constitué de tout ça.
Et alors, pour en revenir à cette fameuse poule, j'ai suivi les instructions de ma grand-mère. Et vous savez quoi? La poule a commencé à pondre. Mais tout ce que je vous raconte là, ça c'est passé entre ma grand-mère et moi. Hein. Je ne faisais pas trop, puisqu'elle m'a dit, mais tes autres cousins ne vont pas comprendre pourquoi je t'ai offert cette poule. Et que, bon, à toi et à eux, bon, je n'aurais rien donné. Mais ça s'est passé comme ça. Et je me souviens qu'il y avait une épicerie pas loin de chez moi. Quand j'ai commencé à avoir des poules, les poussins ont grandi, j'ai commencé à avoir plein. J'ai fait mon poulailler moi-même. En une journée, je me souviens que j'avais fait un poulailler et mon père, venant du boulot, il n'avait pas compris que je pouvais construire un poulailler. Mais mon père était charpentier, je l'ai vu faire, donc c'était pas compliqué. Je l'ai vu faire, et puis bon, il avait une espèce de pièce, on pourrait appeler ça un cagibi, où il avait ses outils. Oh, plutôt un atelier quand même, hein, puisqu'il y avait une sorte d'établi dedans, bon, il y avait des outils partout. Et je savais où trouver les clous, je savais où trouver une scie, bon, voilà, j'ai fait ça tout seul. Alors mon père rentre du boulot et il me dit, mais comment tu as fait un poulailler? Et qui c'est qui a fait pour toi? Qui c'est qui t'a aidé? J'ai dit, non, j'ai fait ça. Mais ce n'était pas un grand poulailler, hein, j'étais pas très grand non plus, donc j'ai fait ça un peu à ma taille. Et quand j'ai commencé à avoir des poules, j'aimais mes poules, j'aimais mes poules. Rien que du fait que cette poule, enfin, la première m'avait été offerte par ma grand-mère. Cette grand-mère-là, ça avait une valeur sentimentale. Et j'ai commencé à aller proposer des œufs à la dame là qui avait l'épicerie pas loin de chez moi. Et elle m'achetait des œufs. Et c'est là que je me suis dit, mais ma grand-mère avait raison. Je commence à je sais pas moi, je commence à vivre un peu, pas vivre vraiment, mais en fait je commence à vendre quelque chose pour obtenir, c'est pas quelques pièces, hein, j'ai quand même, elle me payait bien cette dame, je sais pas, bon, ça m'avait fait plaisir ça. Et donc j'ai fait ça pendant un certain temps, ça s'est développé un petit peu et tout ça. Et puis un jour, mon père me dit, j'ai vu que tu as quelques économies là. Hein. Je lui ai dit, ouais, quelques économies. Je crois que j'avais réussi à économiser à peu près 50 francs de l'époque. Quand on était gamin, qu'on arrivait à économiser 50 francs, c'était une fortune. C'était une fortune, un enfant de l'époque. Ah non, mais c'était une fortune, les gars. Et ça m'a donné une sorte de motivation pour essayer d'aller toujours plus loin, etc. Je ne vous dirai pas après. Bon, un jour, je vous dirai un peu ce que j'ai fait suite à tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler de cette éducation financière que nous n'avons pas et que nous devrions essayer de travailler. Ouais. Quand on grandit dans un grand pays comme la France, ce sont des choses qu'on apprend, je dirais, très naturellement, parce qu'il y a des outils qu'on découvre très jeunes là-bas. Chez nous, on ne découvre pas ces outils-là. Bon, un type est tout jeune, mais il se lance dans la construction d'une maison. Il n'a pas les moyens, mais chaque fois qu'il a un peu d'argent dans les mains, ben, il s'achète 2 ou 3 parpaings. En fait, il reste des années à construire une maison. C'est peut-être pas la priorité. C'est peut-être pas la priorité, enfin, c'est moi qui le dis. Hein.
Mais enfin, j'ai voulu vous parler de mon exemple à moi. Et cette façon-là que ma grand-mère a eu de m'enseigner, l'économie, un peu, c'est une forme d'économie, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Bon, maintenant, on peut avoir une économie, une éducation financière parfaite, et après on fait de mauvais choix, il y a la maladie, il y a des choses, bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais quand on est gamin et qu'on n'a pas cette éducation-là, on devient, une fois adulte, on devient un gaspillard. Chez nous, on disait un gaspillard, quelqu'un qui gaspille, un dépensier. J'ai des amis autour de moi qui vont en boîte de nuit et qui dépensent 500 euros, 1000 euros en une soirée. Je n'appelle pas ça de l'intelligence financière. C'est pas... Et ces mêmes amis dont je vous parle là, ce sont des gens qui sont à découvert tout le temps. Le gars, j'en connais un qui a au moins 12 000 euros par mois de salaire et qui a découvert d'au moins 5 ou 6 000 euros tous les mois. Et je ne sais pas, on n'a pas... Alors, sur le plan communautaire, nous ne réussissons pas pour toutes ces raisons-là. Et les rares Antillais, les rares Africains qui arrivent à sortir la tête de l'eau, eh bien, vous connaissez la métaphore du panier de crabes. Le panier de crabes. Alors, comme nous avons échoué collectivement, puisque nous préférons aller manifester contre Ayotte pour qu'il baisse ses prix, au lieu de nous dire que, bon, nous avons aussi des gens qui sont capables d'investir dans ces choses-là aussi. Je connais des Guadeloupéens qui ont énormément d'argent, hein. Je connais des Martiniquais qui ont énormément d'argent aussi. Je connais des Africains qui sont des gens extrêmement riches. Alors pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à faire ce que font les autres? Pourquoi n'arrivons-nous pas à créer des centres commerciaux, des libre-services, je ne sais pas. Pourquoi n'arrivons-nous pas à faire ça? Je connais des Guadeloupéens, là, en Guadeloupe, là, qui vont faire leurs courses à Miami en jet privé. Je ne blague pas. Hein. Je ne blague pas, hein, les amis. Je connais des gens qui ne vont pas au 8 à 8 du coin. Hein. Ils partent. J'ai un ami qui est pilote et il a réussi à s'acheter un petit jet qu'il met en location. Il est le chauffeur. Hein. Il est pilote. C'est pas une voiture, c'est un avion. Et il m'expliquait comment il amenait les gens faire leurs courses à Miami. Alors, il y a des gens qui font des choses très intéressantes, mais qui n'en parlent pas. Hein. Le petit gars, il amène les gens faire des courses à Miami. Chut. Il me dit, je connais le pays, les gens peuvent me faire du mal, rien que pour ça. Il y a aussi ça, notre problème, hein, cette jalousie, cette espèce de jalousie destructrice qui peut nous amener à détruire celui qui essaye de s'en sortir. C'est le fameux fanchou. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le fanchou, c'est une institution chez nous. C'est l'art de détruire quelqu'un. Quand quelqu'un te dit, en que fanchou, je te détruirai. Parfois pour des choses très, très banales. Hein. Très banales, ou pas dire bonjour, tu lui as pas dit bonjour là, machin. Ah bon? Ah bon? Au cas pour qui monde? Tu te prends pour qui? Et rien que pour ça, on peut te détruire ta vie. Détruire ta vie, c'est-à-dire te saboter dans tout ce qui est possible autour de toi. Hein, tout, on te sabote tout, ton travail. Donc, une communauté qui agit de cette façon-là,
C'est une communauté qui ne nourrit pas forcément l'amour du prochain. Pourtant, nous sommes très religieux dans nos communautés, puisque nous avons hérité de la colonisation, de l'esclavage et de la colonisation, eh bien, la religion. Nous n'avons pas gardé nos croyances traditionnelles africaines. Nous sommes les seuls à ne pas avoir gardé nos traditions en termes de croyances, traditions spirituelles. Vous prenez les Indiens de Guadeloupe, mais ce sont des gens qui sont attachés à l'hindouisme. Les Chinois, ce sont des bouddhistes. Les Japonais, ce sont des shintoïstes. Écoutez, quand on a cet équilibre-là, il faut un équilibre spirituel. Pourquoi avons-nous des dirigeants maintenant de pays qui sont complètement fous? On a l'impression que ce sont des psychopathes, des gens qui prennent des décisions complètement stupides, des fois contre l'intérêt même de leur propre pays, de leur propre peuple. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Alors tu vas signer en tant que président d'un pays, tu vas signer un traité, un accord qui n'avantage pas du tout ton peuple. Mais non, nous sommes dirigés par des gens complètement... Alors les gens qu'on croit être fous, ce ne sont pas eux qui sont fous. Et les gens qui donnent des leçons de droits de l'homme toute la journée, il faut faire, mais ce sont... Ils sont givrés. Ils sont givrés. Alors en ce moment, on parle du Mercosur. Mon Dieu, il aurait fallu que je prenne le temps de vous parler de ce truc-là. On met nos agriculteurs, c'est pour ça que la France est en ébullition. On est en train de signer un contrat, on appelle ça le Mercosur, et nous allons, via ce contrat-là, nous mettons nos agriculteurs en concurrence avec des gens d'Amérique du Sud qui n'ont aucune contrainte par rapport aux contraintes que nous avons, en fait, qu'ont nos agriculteurs en France. Mais des contraintes, des normes, des trucs sanitaires. Eh bien, les gars de l'Amérique du Sud, ils ont le droit de nous inonder de leurs produits qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas normés, il n'y a rien. Le gars, il prend son truc, il te l'envoie. Nos agriculteurs, maintenant, ils sont écrasés par des taxes, des contraintes, des normes, tous les jours, des normes nouvelles, comme ça, tous les jours. Mais comment on peut faire une chose comme ça? Alors, je me suis dit, mais Macron, au départ, on n'était pas d'accord. Enfin, je ne sais pas s'il a fait semblant. Mais il disait ne pas être d'accord, et puis après, j'ai vu qu'il est rentré dans les rangs. Dans la communauté européenne, puisque on parle maintenant, il n'y a plus de souveraineté des peuples, c'est fini là. La France n'est plus un pays souverain, on voit ça. C'est Bruxelles qui décide. Et qui prend les décisions à Bruxelles? C'est une dame qui n'a pas été élue. Je ne l'ai pas élue, vous ne l'avez pas élue. Elle s'appelle Madame Ursula von der Leyen. C'est une Allemande. Elle n'a pas été élue, c'est une fonctionnaire. Mais c'est elle, quand il a dit à Kazanou, c'est il a coupé haché. C'est elle qui prend les décisions. Alors, pourquoi est-ce que cette dame s'acharne à nous faire signer ce fameux Mercosur, ce contrat, ce fameux traité? Vous savez, l'Allemagne, ils font des voitures, et les Allemands, à travers ce traité-là, ils ont compris, puisque l'Allemagne est en grande difficulté économique. Les voitures allemandes ne se vendent pas comme avant. Donc, ils cherchent de nouveaux débouchés. Alors, via ce Mercosur-là, ce fameux Mercosur, ils vont pouvoir écouler des voitures en Amérique du Sud. Rien que pour ça, on sacrifie nos agriculteurs
pour ça, disons dans l'intérêt des Allemands. Voilà le fin, c'est-à-dire l'explication principale, mais qu'on ne nous dévoile pas, c'est ça. Alors, les agriculteurs sont en grande difficulté, en très très grande difficulté. Ça... J'ai entendu un agriculteur dire que par mois, comme salaire, il se prend 300 euros. Sa femme, pareil, 300 euros, ils ont 600 euros pour vivre. Pourtant, c'est une activité extrêmement difficile. Alors, je parle de ça, je fais cette parenthèse-là, pourquoi? Je parle d'économie, d'éducation financière, mais la France, c'est un pays qui est tellement mal géré que, même en ayant une bonne éducation financière, beaucoup d'entreprises sont en très grande difficulté. En 2025, il y a eu pratiquement 68 000, presque 68 000 fermetures d'entreprises. C'est énorme. Mais alors là, c'est l'hécatombe, là. Et alors les gouvernants disent que tout va bien. La France a plus de 3 000 milliards de dettes, mais enfin, on nous dit que tout va bien. C'est quand en une année seulement, 68 000 entreprises ferment, ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies pour que les entreprises puissent travailler. Il n'y a pas un environnement serein. Puisque pour qu'une économie fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la sérénité, il faut qu'il y ait de la sécurité. Il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'il y aura des normes nouvelles tout le temps, ils seront en difficulté. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de gens qui quittent la France? Il y a beaucoup de gens qui quittent la France, qui s'installent en Thaïlande, qui s'installent en Afrique, qui s'installent un peu, même dans la Caraïbe, un peu partout. Au Sénégal, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les gens cherchent un environnement, désormais, ils cherchent un environnement plus sain, plus propice au travail, à la création d'entreprises, ces choses-là. Les gens recherchent ça maintenant. Les impôts en France, mais mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est le pays où il y a le plus de prélèvements. C'est là où les gens payent le plus d'impôts, toutes sortes d'impôts, toutes sortes de taxes. Les gens sont très lourdement imposés en France, très lourdement. Alors, on peut avoir une bonne éducation financière, mais encore faut-il que les conditions de sécurité soient réunies pour que les gens puissent travailler en paix. Puisque tu peux avoir une entreprise qui travaille bien, mais tu peux être stressé parce qu'on peut te taxer à n'importe quel moment, on peut te redresser fiscalement, on peut te mettre en difficulté. Il y a une entreprise qui a fermé l'an dernier, ça s'appelait Cochon Plus. Cochon Plus, c'était une entreprise qui servait 1000 repas par jour. Il n'y a pas beaucoup de restaurants qui servent 1000 repas par jour. Hein. Eh bien, l'entreprise a fermé. Bon, on m'a dit qu'il y avait aussi d'autres soucis, d'autres machin, il y avait des trucs sanitaires. Mais quand une entreprise fait autant de chiffres, on ne peut pas avoir comme seul objectif de la couler, cette entreprise-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent. Je suis allé là à plusieurs reprises, je connaissais bien le gérant. Il y avait beaucoup d'employés, il y avait des... On peut pas... On a l'impression qu'en France, la réussite est sanctionnée. Le travail est sanctionné. Il faut qu'on sanctionne celui qui travaille. Ouais. Alors bon, les gens s'en vont. Beaucoup de gens partent. Beaucoup de gens partent et ils s'installent ailleurs. Où les conditions sont meilleures pour travailler.
Alors, nous manifestons pour que Ayotte baisse ses prix. Alors, j'aurais aimé dire quand même que c'est cyclique, ça. Tous les 10-15 ans, nous descendons dans les rues pour manifester contre la vie chère. Toujours contre la vie chère. Si ça revient régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas. Pour avoir discuté avec des représentants du LKP, ce sont des gens que je connais. Donc, quand voyons force Baéli, Eli de Mouta, je crois qu'un type comme ça, je crois que c'est tous les 200 ans qu'on aura un gars comme ça. Ouais, ouais. Eli n'est pas quelqu'un de stupide. Hein. Eli sait très bien à qui il a affaire et avec qui le LKP a signé ces fameux accords-là. Eli, vous savez avec qui Mounouni a fait. Et il sait avec qui il a affaire, il sait à qui il a affaire. Donc, si cycliquement nous descendons dans les rues pour revendiquer tout le temps la même chose, peut-être qu'il faudrait changer la méthode, je ne sais pas. À la Martinique, ils ont essayé l'année dernière de manifester, mais ça s'est terminé. Je n'ai pas compris la fin. Mais je sais que certains ont été arrêtés parmi les leaders. Hein. Certains ont été arrêtés, il y a eu des problèmes. Bon. Mais ça se termine toujours pareil. Hein. Ça se termine toujours pareil. Alors moi, ce que je propose, parce que je n'aime pas critiquer sans rien proposer, je pense qu'il faut que nous recommencions à créer des réseaux comme nos parents, c'était ça, hein, les réseaux, les coups de main par-ci, des là, par-là. Nous avons perdu ça. Maintenant, beaucoup de gens montent ce qu'on appelle des auto-entreprises. Les gens sont des auto-entrepreneurs, mais c'est très précaire hein, comme statut d'entreprise. Mais les gens pourraient quand même... C'est une entreprise individuelle, hein, ça. Dans la forme, c'est individuel. C'est quelqu'un qui va se déclarer auto-entrepreneur. Mais il faudrait peut-être que tous les auto-entrepreneurs créent des réseaux aussi. Chacun a la même mise sur son truc, mais essayer de créer des activités différentes dans des sortes de grandes formations comme ça, je ne sais pas. On ne peut pas continuer, puisque quand on est seul, on est isolé, on est plus faible. Moi, je suis pour le... Alors, on nous reproche d'être des communautaristes. Mais les gens qui nous reprochent d'être des communautaristes, c'est-à-dire nous sommes renfermés sur nous-mêmes, etc. C'est ça le communautarisme. Hein. On crée son cercle et c'est l'entre-soi. C'est l'entre-soi. C'est dénoncé par ceux qui pratiquent ça. Hein. Toutes les personnes qui dénoncent le communautarisme. Il n'y a pas plus communautariste qu'eux. Les Français sont des champions dans la critique du communautarisme. Mais les Français, vous allez au Sénégal, les Français sont entre eux. Vous allez n'importe où, ils sont entre eux. Tout le monde est... les gens sont dans l'entre-soi. En Guadeloupe, les gens... Allez voir du côté de DS, ces endroits-là. Les gens sont entre eux. Hein. Allez voir la marina du Gosier, ces endroits-là. Les gens sont entre eux. Et on nous fait comprendre que, ouais, c'est pas bien. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on revienne. Les gens me disent, oui, tant longtemps, c'est-à-dire la Guadeloupe d'antan, les Antilles d'antan. Mais il y avait beaucoup de bonnes choses là-dedans. Hein. Nous nous sommes modernisés, nous avons tout abandonné. Maintenant, les gens sont en très grande difficulté, mais ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Autrefois, dans le voisinage même, il y avait une forme de solidarité de quartier. C'était ça. Le fameux lacou. Un lacou là. Parce que les gens étaient entre eux, mais ils étaient organisés, ils faisaient des choses ensemble. Nous avons perdu ça. C'est pour ça que les gens sont en très grande difficulté. Beaucoup de Guadeloupéens se suicident. Les gens n'en parlent pas, mais beaucoup de gens se suicident puisqu'ils n'y arrivent pas.
il n'y arrive pas, mais il faut qu'on arrive à renouer, retrouver ces réflexes-là que nous avions avant. La fameuse tontine, moi j'ai vu ça, hein, quand j'étais gamin, j'ai vu les gens organiser des tontines. Ce mois-ci, c'est moi, ben moi, écoute, le pactole, c'est moi, bon, j'achète des cochons, j'achète ceci, j'achète... Ouais, c'était ça. Maintenant, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit. Et bon, on est individualistes comme les Européens. Nous ne sommes pas obligés d'imiter l'Occident dans tout. Un Occident qui est en plein déclin. Plein déclin. Vous voyez la débandade là, des Européens face à M. Trump. Trump qui a décidé d'installer une forme de dictature mondiale sur la planète. Même aux États-Unis, ça ressemble à une dictature, avec une espèce de police qui va arrêter les gens, soi-disant, sous couvert d'immigration clandestine, etc. Mais en fait, c'est une sorte de Gestapo. Une forme de Gestapo. Le gars, en fait, il arrête les opposants. Il n'arrête pas que des Noirs, hein, contrairement à ce qu'on pense. La première dame qu'on a tuée, là, c'était une femme blanche. Hein, Renée Good. C'est une femme blanche, hein, une vraie Américaine. Non, à partir du moment où les gens sont des opposants, ce monsieur-là a décidé qu'il faut qu'il les élimine. Mais tout a une fin. Moi, je ne me fais pas de soucis pour ça. Vous savez, beaucoup de gens ont voulu dominer le monde. Le gars, il va au Venezuela, il enlève le président du Venezuela. Mais c'est quoi ça? Le président et son épouse. C'est du jamais vu. Le gars décide que, bon, il a le droit. Je n'ai jamais pu comprendre comment un pays souverain peut aller envahir un autre pays souverain. Prendre des sanctions contre un autre pays souverain. Mais deux pays souverains, ce sont des gens qui sont à égalité dans la souveraineté. Tu ne me commandes pas, je ne te commande pas. Là, il s'en prend à l'Iran... les Iraniens sont chez eux. Le président iranien, il est chez lui. Regardez d'où sortent les militaires américains pour aller emmerder ces gens-là. Vous voyez, quand j'étais gamin, quand il y avait un conflit dans la famille entre, je sais pas, ma soeur et moi, par exemple. Nous étions 11, hein, 11 frères et sœurs. Pas une petite famille, on appelait ça une famille nombreuse. Alors quand il y avait une espèce de querelle comme ça, nos parents venaient et disaient, bon, toi, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ta soeur? Ça veut dire que tu es le territoire là où tu es là, tu n'aurais pas dû être là. Et toi, un tel, que fait le jouet d'hôtesse dans ta chambre? Ouais, la famille essayait toujours de rétablir une sorte d'équilibre. Mais le gars quitte les États-Unis, il va envahir le Venezuela, il menace Cuba, il a déjà menacé le Mexique. Il a envie de bombarder tout le monde. Il a envie de bombarder. Le gars, son principe, c'est de dire, si tu ne fais pas ce que je te dis, ce que je t'ordonne de faire, je te bombarde. Eh bien, tout ça, c'est le déclin de l'Occident qui est en cours, là. Je ferai une émission sur ça. Hein. Ouais. Je ferai une émission sur cet aspect-là des choses, ce déclin-là de l'Occident. L'Occident qui a dominé pendant des siècles, qui a mis des êtres humains en esclavage, qui a colonisé. Maintenant, regarde comment... Maintenant, ces gens-là en sont réduits à aller enlever un président, à kidnapper un président et son épouse pour voler. Parce qu'au départ, il a dit que le gars, c'était un narcotrafiquant, mais bon, ça ne tient pas la route. Le gars n'a jamais trempé dans aucune affaire de trafic de drogue. Même la CIA le reconnaît. Et une fois qu'ils ont kidnappé le gars, le discours avait changé. Ah oui, oui, c'est pour le pétrole c'est à nous. Mais personne n'est dupe. Enfin bref, tout ça pour vous dire que même si on a une très bonne éducation financière, à partir du moment où l'environnement est incertain, ça devient difficile. Donc, il faut se rassembler en communauté, en groupe, en réseau. En réseau.
Nous ne savons pas faire ça. Nous ne savons pas pratiquer ça. Le réseau. Les Chinois font ça très bien. Les Juifs, alors n'en parlons pas. Les Libanais qui sont chez nous. Ce sont des réseaux. Hein. Nous n'arrivons pas à faire ça. Mais il faut qu'on arrive à le faire. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde le fasse en même temps, mais commençons à monter des petits réseaux de quartiers comme ça se faisait avant. C'est pas impossible, ça. Des petits réseaux de quartiers. Jardiner ensemble, faire des choses ensemble. Comment les gens faisaient? On n'a rien inventé. Hein. On a abandonné ce que... C'est-à-dire que nous avons abandonné des traditions qui assuraient une forme de cohésion communautaire. Nous avons abandonné beaucoup de choses. Et puis nous aux abois, à présent. Là, nous sommes aux abois. Mais il n'est pas trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. C'est sûr qu'il y a une ou deux générations qui sont sacrifiées. Beaucoup de nos jeunes sont dans la rue, sont devenus des délinquants, des trafiquants. Mais je pense qu'on peut resserrer le boulon hein, à nouveau. Hein, pour retrouver certains réflexes communautaires que nous avions avant. Voilà. Pensons à cela.